Bonjour à tous, donc du coup ravi de vous faire cette présentation sur la problématique de la mémorisation lors de la procédure d'ECT, lors de l'anesthésie générale. Et donc pour ça, je suis accompagné de nos très chers amis anesthésistes, en l'occurrence Romain Dumont, pour aborder cette problématique. Donc c'est parti. Alors déjà, la mémorisation, Romain, c'est pas quelque chose ou un terme dont on entend beaucoup parler en psychiatrie. On l'utilise relativement peu, sûrement vous qu'en anesthésie beaucoup plus. Est-ce que tu pourrais déjà nous définir un peu finalement qu'est-ce qu'on entend par mémorisation? Qu'est-ce que vous entendez par mémorisation? Vous avez vu un peu le jeu de scène qu'on a préparé quand même. J'espère que vous y êtes un peu sensible. Mais bien sûr, je vais répondre à ta question, Andrew. La mémorisation, en fait, en pratique, chez nous, c'est quelque chose qu'on connaît avec l'utilisation des curares. Voilà. Et en fait, c'est un effet indésirable qu'on essaye d'éviter avec en fait, une anesthésie générale. En pratique, on utilise deux médicaments, un hypnotique, ça, c'est des médicaments que vous connaissez un peu aussi, et des curares. Et en fait, en pratique, on essaie de faire en sorte que le patient soit curarisé après qu'il soit endormi. Et quand, malheureusement, il commence par être curarisé avant d'être endormi, il peut mémoriser, en fait, sa curarisation et il peut trouver ça désagréable, s'il a mauvais goût. Voilà, tout à fait. Donc, la littérature nous montre que c'est une pathologie, une problématique qui apparaît environ dans une anesthésie sur 800, qui peuvent se produire effectivement à l'induction, comme tu l'as dit, mais aussi lors du maintien ou de l'émergence. Et du coup, les patients, ils se rappellent de quoi précisément? Ils ont un sentiment. Alors, vous savez ce que c'est qu'un curare, hein, c'est un poison qui a été utilisé en Amérique du Sud et qui a historiquement par les Indiens pour chasser. Donc, c'est en fait un médicament qui va se loger sur les synapses neuromusculaires et qui bloque les muscles striés. Et donc, on a la sensation agréable de plus pouvoir respirer. Et donc, on a une sensation de mort imminente par étouffement. Fort sympathique. Donc on voit effectivement la problématique qui peut nous concerner ici lors de la procédure d'ECT. Et donc pour vous illustrer un petit peu le problème de la mémorisation, on s'est basé sur un cas clinique d'une patiente qu'on a eue et qui est un peu archétypique à la fois de la problématique et de la prise en charge qu'on peut proposer. Alors, pour rappel, cette patiente, synthétiquement, c'était un dossier éminemment compliqué. Elle avait 48 ans. Elle souffrait d'un trouble bipolaire avec des états mixtes pharmacorésistants. Samuel Bulto, qui s'en est occupé, a tout essayé, s'est arraché les cheveux. Et finalement, le traitement qui l'apaisait le plus, c'était une association olanzapine lithium-valproate. C'est une patiente qui avait de très nombreuses comorbidités, notamment une obésité sévère avec un IMC à plus de 45. Elle fumait, elle avait un syndrome d'apnée du sommeil appareillé. Et donc, dans ce contexte, avec l'accord de la patiente, on a indiqué de l'ECT avec une anesthésie au propofol et l'utilisation d'un bloqueur neuromusculaire, la succinylcholine. Alors toi, Romain, si tu vois cette patiente-là, par exemple, en consultation en DECT, elle t'inquiète sur le plan de la mémorisation, sur quels critères ? Non, pas particulièrement. Alors après, il y a effectivement des facteurs favorisants, mais néanmoins, c'est quelque chose... Alors là, en fait, il faut quand même qu'on détaille un tout petit peu. Pour les ECT, on utilise un curare qui est un curare dépolarisant, qui est la succinylcholine. Donc en fait, on change un tout petit peu de classe pharmacologique, on reste dans la curarisation, mais néanmoins, ce ne sont pas des curares non dépolarisants qu'on utilise de manière générale en chirurgie un peu plus conventionnelle. Donc c'est un curare qui a une action extrêmement rapide, qui va être dégradé par des estérases plasmatiques, qui a une action relativement courte, et qu'on utilise, nous, par exemple, dans des inductions de type ce qu'on appelle séquence rapide pour des patients qui ont des estomacs pleins, des choses comme ça. Donc là, c'est ce curare qu'on utilise. Mais néanmoins, on injecte après avoir injecté l'hypnotique et en général quand le patient dort. Donc c'est pas quelque chose qui nous inquiète forcément. On essaye d'avoir, mais c'est toujours très difficile, enfin c'est un peu compliqué en ECT, d'avoir, parce qu'on essaye, notre objectif nous, c'est évidemment, pour que vous ayez une jolie crise, d'utiliser la quantité la plus faible possible d'hypnotique. Donc on prend évidemment un risque, quelle que soit la typologie du patient, d'un risque de mémorisation, puisque ces doses d'hypnotique, par définition, on va essayer de faire en sorte qu'elles soient le plus bas possible. Chez elle, l'obésité peut être évidemment un peu retenue, mais c'est à peu près tout ce que je vois. J'ai bon ou j'ai pas bon? Tu as bon. Et puis, bon, après, oui, ça se produit plus chez les femmes, quand on regarde un petit peu la littérature. Et puis d'ailleurs, comme ça, tu parlais de l'élimination par la butyrylcholinestérase. C'est comme ça qu'on a pu aussi découvrir des patients qui avaient un déficit enzymatique
hein, et qu'on découvre sur un phénomène de mémorisation. Alors, ce n'est pas le cas de cette patiente-là, mais en tout cas, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors, elle, ce n'était pas à l'induction. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est réveillée sous l'effet du curare. Hein. L'anesthésie a été plus courte que l'élimination du curare. Et voilà ce qu'elle rapporte, hein, pour être le plus précis possible. Je me réveille, incapable de respirer. Je sens ma poitrine complètement bloquée. J'étouffe. J'ai très peur de mourir, littéralement. Je panique. Je suis obsédée par l'absence d'air. Je ne sens plus mon corps. Et c'est quelque chose pour les patients qu'on a pu interroger, hein, sur le vécu de la mémorisation qui est quasiment constant. Hein. Comme tu disais, c'est vraiment cette sensation-là que récemment, on a proposé d'ailleurs d'appeler le syndrome du sarcophage, hein, pour illustrer cette sensation qu'avaient les patients. Pose la question. Non, c'est moi qui te pose la question, ouais, c'est ça? Pas totalement au point, mais c'est presque ça. C'est parfait, attends, on est bien. Mais dis-moi, Andrew, quelles sont les principales conséquences du phénomène de mémorisation? Alors, vous avez compris à travers, hein, le vécu de cette patiente qu'on a une dimension très traumatique, à une sensation de mort imminente. Et finalement, en fait, les conséquences vont être surtout psychologiques. Hein, vous voyez ici, en haut, c'est les conséquences à court terme, hein, sur les jours qui suivent une mémorisation. En bas, c'est les conséquences dans les semaines, voire les mois qui suivent la mémorisation. C'est quasiment les mêmes, même si au début, l'anesthésie générale est un peu plus bruyante. Finalement, elle rejoindra au final les mêmes problématiques que l'anesthésie locale, avec notamment un tableau d'anxiété, de flashback. On va pouvoir produire des véritables syndromes de stress post-traumatique sur la mémorisation. Et ça peut aboutir à quoi, au-delà de la souffrance et puis de l'aspect traumatisant? C'est l'arrêt des ECT, hein, l'aspect traumatique. Les mécanismes d'évitement vont se mettre en place, et c'est tout à fait ce qui s'est produit avec cette patiente-là. Hein. Elle ne voulait même plus mettre un pied dans le service. On a essayé 2-3 fois, elle faisait une crise d'angoisse en bas du CHU, elle refusait de revenir, avec des conséquences. Donc pour nos patients en ECT, quand on en est arrivé à l'ECT, c'est peut-être qu'on a épuisé toutes les autres stratégies. Donc l'impact sur la prise en charge est non négligeable. On n'avait rien d'autre à lui proposer à part les ECT. Voire éventuellement, on a un patient, ça fait 2 ans, non seulement qu'il refuse les ECT, qui reste aussi dans ses états mixtes et dépressifs, et lui en plus, il refuse toute nouvelle anesthésie générale, donc il refuse ses coloscopies alors qu'il a des antécédents de cancer. Enfin, ça peut aller très loin, refuser des anesthésies pour les soins ou la prévention. Et donc, il est important de pouvoir le prendre en charge pour limiter ces différentes complications. Voilà. Du coup, quelle solution est-ce que tu proposes après une mémorisation comme ça? Toi qui es psychiatre et qui peut m'aider dans ce cas-là. On a bon dos dans ce cas-là. Déjà, ce qu'on regarde un petit peu, alors la littérature des anesthésistes, hein, vous avez beaucoup plus travaillé là-dessus que nous. Hein. Finalement, nous, on est assez en retard dans ce domaine-là. C'est à rechercher systématiquement, hein, les infirmiers ou les médecins qui travaillent en salle de réveil. Il faut demander est-ce que le CT s'est bien passé, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose, etc. Surtout, ne pas paniquer. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en ECT, mais aussi dans tous les phénomènes de mémorisation. Des fois, j'ai vu des patients, finalement, ce qui les a le plus traumatisés, c'est de voir la peur et la panique du soignant quand ils voyaient qu'ils étaient bloqués ou que, par exemple, ils se sont réveillés lors d'une anesthésie. C'est ça qui les a marqués. En disant, disons que si les soignants paniquent, moi, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Hein, donc ça se passe pas très bien. Ensuite, rassurer et expliquer, dire que c'est un effet indésirable, donner du sens à ce qui s'est passé, et surtout expliquer aux patients que c'est pas une fatalité, qu'effectivement, maintenant qu'on sait qu'à cette dose de succinylcholine, qu'à cette dose d'anesthésiant, apparemment, c'est pas adapté à ce qui s'est passé, on va pouvoir adapter la prise en charge pour qu'il n'y ait pas de nouveau un phénomène de mémorisation, le limiter au maximum. Donc c'est ce qu'on a fait par exemple avec cette patiente-là. On avait baissé la dose de succinylcholine, enfin vous, pas moi. Il y a une baisse de la succinylcholine et au contraire, vous avez majoré un peu la dose de propofol de manière à ce qu'elle ne se réveille pas encore dans cet état de curarisation. Évidemment, les patients, la particularité, c'est des ECT, c'est qu'ils vont revenir. C'est pas comme une anesthésie générale qui va survenir une fois et puis éventuellement on va plus revoir le patient. Nous, il va devoir revenir. Questionner la question d'une anxiolyse pré-ECT lorsqu'il va revenir, de l'accompagnement. On a déjà fait des patients, on a accepté exceptionnellement qu'un proche, lors de la reprise de l'ECT, soit présent, calme la patiente, rassure la patiente, pour que la séance puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Et il faut avouer que là, les infirmiers anesthésistes, je trouve, ont un rôle vraiment pivot. Et je sais que Karine et les autres soignants se sont beaucoup investis dans cette prise en charge pour essayer de rassurer la patiente avant les ECT. Et c'est évidemment le type de patient qu'on fait passer rapidement pour éviter qu'il y ait de l'attente qui va faire que majorer l'angoisse et qui risque de refuser finalement l'ECT au vu du trauma qu'elle a vécu. Voilà. Alors du coup, dans ce contexte-là, c'est vraiment quand ça s'est produit. Romain, est-ce que dans la littérature, il existe des moyens un peu de prévenir la mémorisation? Alors on peut dire oui, on peut dire qu'il y en a quelques-uns. Maintenant, je trouve qu'en pratique, donc, ils sont là.
C'est évidemment essayer d'identifier les patients qui vont déjà vous dire qu'ils ont été confrontés à ça, c'est réidentifier quelques facteurs de risque dont on vient d'évoquer, mais dans la pratique, pas tellement. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, encore une fois, c'est un événement indésirable qui est relativement rare. Néanmoins, on vient de voir qu'il peut avoir des conséquences particulièrement dramatiques pour les patients. Et donc, en fait, un patient qui refuse ensuite d'accéder à un bloc opératoire, ça peut vraiment avoir des conséquences sérieuses. Donc, c'est la prévention, certes, on peut essayer de faire, mais encore une fois, ces événements, enfin, on n'induit pas un phénomène de mémorisation sciemment chez un patient. C'est vraiment un effet indésirable. Voilà. Et encore une fois, c'est un médicament qu'on va utiliser en deuxième intention après une hypnose, après une anesthésie, après l'utilisation d'hypnotiques. Et on essaye évidemment, là, dans ces cas-là, encore une fois, de mesurer cet état de coma induit par nos médicaments et de faire en sorte que le patient dorme. Donc en fait, c'est véritablement, on va l'utiliser en deuxième intention. Donc encore une fois, c'est difficile, enfin la prévention en tout cas de ces phénomènes me paraît difficile. Effectivement, déjà les identifier, puis ensuite effectivement faire au mieux, hein, ne pas nuire, et puis ensuite voir ce qui se passe. Ok. Donc du coup, effectivement, donc cette patiente a développé, suite à cet épisode, voilà, elle a arrêté les ECT, elle ne voulait plus revenir, elle a développé un franc trouble de stress post-traumatique en bonne et due forme concernant cette mémorisation. Donc on peut se poser aussi la question un petit peu des prises en charge. Alors évidemment, toutes les prises en charge centrées sur le trauma peuvent être pratiquées dans ces situations-là, le MDR, les TCC centrés sur le trauma, etc., etc. Sachant qu'il peut y avoir aussi un intérêt à essayer de prendre en charge dans le cadre de l'ECT, dans le cadre des services qui pratiquent le CT, ces types de psychotrauma. En 2014, GARD ont été les premiers en fait à prendre un patient qui avait subi comme ça donc une mémorisation. Ça avait généré une très très forte anxiété avant les ECT, mais il était encore capable d'aller jusqu'à l'ECT. Et ce qu'ils ont fait, c'est avant les séances suivantes, ce patient avait une anesthésie au propofol, ils lui ont fait rappeler la mémorisation en détail, tout simplement, juste avant de l'endormir. Donc non seulement c'était un peu une thérapie d'exposition, puisqu'il rappelait l'événement dans sa salle de CT, mais avec des soignants qui le rassuraient et qui l'encadraient. Et l'une de leurs théories, c'est qu'ils ont utilisé aussi les propriétés du propofol contre la reconsolidation. Donc je vous rappelle, la reconsolidation mnésique, quand on rappelle un souvenir, y compris traumatique, il est ramené dans la mémoire à court terme, et après il va être réenregistré dans la mémoire à long terme, ce qu'on appelle la reconsolidation. Et pendant ce processus-là de réenregistrement, le souvenir est sensible aux agents pharmacologiques qui peuvent jouer sur sa mémorisation, y compris le propofol, qui va donc agir notamment sur la dimension émotionnelle du souvenir. Et ce patient, petit à petit, a baissé son seuil d'anxiété et a pu faire des ECT dans de très bonnes conditions. Nous, on ne pouvait pas faire ça parce que la patiente, elle refusait de remettre les pieds dans le service. Et il était hors de question de lui refaire faire les ECT. Et donc, on a proposé une thérapie par blocage de la reconsolidation par propranolol, où en parallèle, finalement, j'ai vu la patiente en consulte. On a travaillé sur ce souvenir-là sous propranolol. Et donc, vous voyez donc une séance par semaine. Avant la première séance, elle avait donc la PCL5, l'échelle de troubles de stress post-traumatique était à 69, très important, avec des symptômes de répétition à 18/20 et des comportements d'évitement à 5/8, donc extrêmement forts. Et finalement, dès la troisième séance, les évitements sont tombés à 0/8, ce qui nous a permis de faire des séances de thérapie de reconsolidation dans la salle ECT, quelque chose qui était inenvisageable avant. Et au bout de 6 séances hebdomadaires, on pouvait considérer qu'elle était en rémission. Le seuil, le cut-off est à 33. Et on a pu reprendre les ECT chez cette patiente-là. Même, on lui avait proposé une prémédication, une anxiolyse lors de la reprise. Elle n'en a même pas eu besoin. Elle a refusé. Elle a dit non, ça va, franchement, j'ai confiance. Et donc, ça a été une belle réussite. Et aujourd'hui, cette patiente a eu sa cure. Et elle est en consolidation et elle est beaucoup mieux. Notamment, on a pu soulager les traitements qui lui posaient beaucoup d'effets indésirables, notamment au vu du syndrome métabolique qu'elle présentait. Donc comme message, on pourrait dire que la mémorisation est certes rare, mais c'est le cas classique où vraiment la collaboration entre l'anesthésiste et le psychiatre avec les équipes de soins ECT est vraiment fondamentale, tant pour la détection que pour le management, que pour le traitement. Et donc c'est en ça que c'est aussi très intéressant de gérer ce type de situation ensemble. Voilà.
Moi, je te remercie pour ce message. J'appuie évidemment. Quand je vous disais tout à l'heure en fait que c'était un événement indésirable relativement rare, il faut mettre ça en contrebalance. Enfin, il faut contrebalancer ça avec le nombre d'anesthésies générales qu'il y a par an en France. Et donc, c'est un message qui est extrêmement important pour notre communauté anesthésique parce que c'est quelque chose qui nous arrive tous dans notre carrière. Et donc, en fait, la somme de ces patients est relativement conséquente. C'est donc pouvoir essayer de proposer des solutions en pratique pour permettre de passer le cap de ces complications de mémorisation qui peuvent être encore une fois relativement dramatiques. C'est extrêmement utile, nous, dans notre pratique. Et donc cette collaboration-là entre deux équipes fait que voilà, qu'on a maintenant des solutions pratico-pratiques à proposer à nos patients en cas d'effet secondaire de mémorisation, et ça nous est très utile. Voilà, je vous remercie de votre attention.